Retour en direct des rencontres économiques d'Aix-en-Provence avec deux invités. Anthony Babkin, bonjour. Salut Jean-Christophe. Vous êtes le cofondateur de Diversity Days. Exactement. Voilà, on va parler avec vous de tech, d'inclusion, de talent. Et puis à vos côtés, Redouane Belfi. Bonjour. Voilà, vous êtes le directeur général de Deloitte Conseil. L'activité consulting, on va parler de transformation, de tech, d'accompagnement auprès des entreprises. Et vous avez la responsabilité à la fois de la France, mais pas que, également le continent africain, avec une place importante pour le Maroc. Tout à fait. Voilà. Anthony, recréer l'espoir, peut-être avant de rentrer dans le sujet du rôle de la tech, est-ce que vous avez le sentiment, vous, là, je sais que vous êtes un entrepreneur très engagé, on vous connaît, est-ce que vous avez le sentiment que le thème qui a été retenu par le cercle des économistes, recréer l'espoir, est-ce que c'est le bon terme? Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez le sentiment, vous, en prise avec la société, qu'il faut redonner, recréer de l'espoir? Alors je crois qu'il n'y avait pas meilleur thème quand même au lendemain de ce qu'on vient de vivre avec à la fois, on va dire, le moment un peu tragique vécu par beaucoup de Français et par les banlieues aussi, en fait. Et je dis souvent qu'il y a eu un orage et que maintenant, il faut qu'on regarde qu'est-ce qui a provoqué cet orage-là. Les émeutes dans les quartiers, les incidences qu'on a vu passer en boucle sur les médias. Et moi, je dis que cet orage-là, il était provoqué par 30, 40 ans de formation d'un gros nuage qui est l'abandon des quartiers, en considérant que c'était des secondes zones, et on les a traités comme des territoires de seconde zone. Et donc aujourd'hui, il y a une colère. Alors bien sûr, on peut revenir sur les incidents, sur la casse, et c'est jamais agréable à voir. Personne ne peut se réjouir de voir un commerce brûlé, des écoles brûlées, etc. En revanche, on peut regarder ce qui s'est passé avant. Moi, j'étais en déplacement officiel avec le président de la République, le suivre dans sa déambulation lorsqu'il a parlé au quartier de Marseille. La colère des habitants, le sentiment d'abandon, la rénovation urbaine, je cite un peu en pagaille comme ça les sujets parce que c'est trop long, on n'a pas assez de temps pour rentrer dans chacun des sujets, mais il y a 30, 40 ans d'abandon de certaines populations. Quand je dis d'abandon, c'est moi mon rôle, je suis donc une asso d'égalité des chances dans le monde de la tech. Et mon rôle, c'est de redonner confiance, de redonner espoir à des talents qui viennent de ces territoires-là pour trouver un job dans les métiers de demain. La tech, l'entrepreneuriat, dans la tech. Et on voit bien que sur certains publics, certains territoires, il y a, en fait, je parle même pas d'addition des discriminations, mais de multiplication de certains facteurs. Le nom à consonance étrangère, la ville sur le CV. On le voit, c'est le défenseur des droits qui mesure depuis des années à quel point ce sont des facteurs discriminatoires pour les gens qui postulent. Et en fait, je dirais que à force d'être discriminé, parce que le jour où vous cherchez la bonne formation, le jour où vous cherchez un premier emploi, le jour où vous cherchez votre appartement, le jour où vous cherchez même à vous élever socialement, à postuler au COMEX de certains grands groupes, en fait, c'est même pas une addition, ces facteurs-là s'additionnent, puis après donnent un chiffre assez important et font que les gens derrière se disent j'ai pas ma place. Je suis peut-être un Français de seconde zone, ou alors je suis pas français pour les gens. Et donc, ce qui s'est passé là, c'est que ça a créé une grosse colère chez beaucoup de gens. Moi, j'ai grandi en quartier, j'ai vécu ces discriminations à l'embauche il y a maintenant 12 ans. C'est grâce à la fondation Mosaïque RH que j'ai trouvé mon premier job. Et j'ai connu cette colère-là. Elle m'a d'ailleurs donné envie de créer une asso d'égalité des chances. Mais j'ai envie de revenir sur cette colère-là parce que finalement, face à la colère, c'est quoi notre réaction? C'est nous aussi être en colère, c'est nous aussi dire c'est pas bien, il faut reconstruire, oui, il va falloir reconstruire, mais il va falloir aussi qu'on travaille collectivement pour redonner de l'espoir à des publics qui n'en ont plus. Donc oui, la thématique me va très très bien. Elle tombe à pic parce qu'au lendemain de ça, c'est soit on tombe dans le désespoir et on continue à avoir des gens qui sont des citoyens de seconde zone, soit on construit demain l'espoir et dans ces cas-là, on donne l'opportunité, on autorise, parce que c'est ça, hein. Il y a le fait de s'autoriser soi-même et d'autoriser d'autres à rentrer dans le monde du travail. Et là, il y a une urgence absolue. Redouane Belfi, les propos, comment vous réagissez aux propos d'Anthony qui dit oui, en effet, c'est peut-être l'occasion de recréer l'espoir avec un récit qui se fonde, un nouveau récit de choses à la fois très concrètes et peut-être une façon de transformer aussi nos modèles. On va parler de transformation tech et digitale, mais là, on parle peut-être de transformation d'une façon d'appréhender la société. Peut-être quelques réactions sur l'actualité de ces derniers jours. Moi, j'adhère totalement à ce qui a été dit avec peut-être deux, trois éléments. Le premier, c'est que je pense qu'il ne faut pas
considérer que ce sera simplement les pouvoirs publics et le secteur public qui régleront les choses. Ils ont un rôle, je dirais, législatif, réglementaire, mais tout ne peut pas venir du secteur public. Et je pense que l'initiative privée, qu'elle soit petite, moyenne ou grande, elle est un excellent accélérateur de transformation à la fois des mentalités et des opportunités, parce que de l'intelligence, quand on la regarde, il y en a partout. Et donc le vrai sujet, c'est comment on débloque les verrous qui bloquent la diffusion de l'intelligence et la capacité à se projeter. Moi, je viens d'un milieu, je suis franco-marocain, je suis arrivé à Paris il y a quelques années. J'ai réussi parce que j'ai fait des études. Et donc déjà, l'accès aux études est une composante absolument essentielle. Donc par rapport à ton commentaire, déjà, est-ce que dans les endroits où, parfois un peu sensibles, est-ce qu'on a le bon niveau d'éducation? Est-ce qu'on a les bons profs? Est-ce qu'on laisse le temps aux parents de passer du temps avec les enfants pour les éduquer? Alors que parfois, il y a des mamans qui font 2-3 jobs pour pouvoir nourrir leur famille parce que c'est des familles monoparentales. Et donc, c'est un problème où là, effectivement, le gouvernement doit pouvoir agir. Mais nous, secteur privé, je considère qu'on a un rôle très important. Et je vous livre mon vécu dans la société dans laquelle je travaille. Il y a 10 ans, la technologie était un gros mot dans mon organisation. Ça n'existait pas. Aujourd'hui, nous pesons au niveau mondial 65 ou 70 milliards de dollars. La technologie, c'est plus de 25 milliards de dollars. C'est le premier métier de Deloitte au niveau mondial. Nous sommes un des premiers acteurs de technologie au niveau mondial. Et ce qui est intéressant, c'est que la technologie, en fait, elle ouvre, c'est un appel à l'intelligence parce qu'elle ne dit pas de quelle origine es-tu, de quelle école es-tu, quel est ton parcours, où est-ce que tu vis. Si les gens ont un background, une envie d'entreprendre et se développer, ils y arrivent. Par rapport à ce que tu disais, moi, dans mes équipes aujourd'hui, j'ai 53 nationalités. Il n'y a aucune différenciation en termes de rémunération. Nous n'appliquons même pas des règles sur est-ce qu'il y a discrimination sur les prénoms ou pas, parce que je n'ai pas besoin. En fait, on a 53 nationalités. Les hommes et les femmes sont payés de la même manière. Et donc, il existe des modèles aujourd'hui qui permettent de le faire, à la fois à Paris, dans nos régions, parce qu'il faut faire un lien avec les régions. Et je fais la même chose au Maroc pour créer un lien et des ponts au niveau de la Méditerranée. J'ai envie de réagir sur ce que tu évoques, Redouane. Moi, déjà, ça me parle beaucoup. Je pense qu'on est tout à fait aligné sur le fait qu'aujourd'hui, la tech est un levier extraordinaire en termes à la fois d'inclusion, mais aussi en termes d'opportunités. Moi, je dis souvent que c'est le premier recruteur français. Là, il y a un chiffre qui est tombé. On fête les 10 ans de la French Tech. C'est 1 million d'emplois qui ont été créés, à peu près 300 000 par les startups, 700 000 par les grands groupes et autres acteurs du conseil. Donc, il y a un vrai levier de traction pour l'emploi en France. Ça va devenir le secteur qui recrute le plus en France et en Europe d'ici 2030. Donc, il y a une opportunité phénoménale. Et j'ai envie de dire, il y a 6 ans, l'assaut que j'ai cofondé avec Mounira Hamdi s'est lancé parce qu'on s'est dit, tiens, ce sont les métiers de demain. Et bizarrement, il manque quand même pas mal de monde dans l'ascenseur. Et quand je dis ça, c'est déjà le premier secteur qui a fait de la majorité une minorité, les femmes. La deuxième chose, c'est que beaucoup de personnes considèrent qu'elles n'ont pas leur place dans l'écosystème. Et maintenant, j'ai le pourquoi. Parce que pendant longtemps, je me suis dit, mais c'est injuste, c'est pas normal, qu'est-ce qui se passe? Il y a des talents de partout, on nous parle de pénurie de talents, nous on en voit quotidiennement, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils restent devant l'entrée des startups? Et ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, donc on travaille coude à coude avec la French Tech pour comprendre tout ça. Quand Jean-Noël Barrot a pris ses fonctions il y a maintenant 1 an, je l'ai vu dans les premiers jours de son mandat, et je lui ai dit, il faut absolument qu'on mesure ce que fait la French Tech, donc les plus grosses boîtes, donc Next 40, French Tech 120, pour savoir où est-ce qu'elles en sont en termes de diversité et d'inclusion. Les chiffres ne sont pas encore publics, donc je ne peux pas les révéler. Elles sont moins d'une sur 10 à avoir mené des politiques proactives en termes d'inclusion et de diversité. C'est une honte. C'est une honte parce que tu l'as évoqué dès le début de ton entrée. Il faut que aussi les entreprises jouent leur part du jeu. Et qu'on n'y arrivera pas si en effet on attend du gouvernement ou des pouvoirs publics qui bougent. Bien sûr qu'on peut mettre des lois. La preuve en est sur la question des femmes, la loi Copé-Zimmermann, la loi Rixin, des choses qui ont fait en sorte qu'enfin des femmes émergent dans des comités de direction, à la tête de grandes boîtes. Mais en revanche, quand on parle de diversité sociale, diversité géographique, diversité en termes de parcours, parce que ne jurons pas que sur le bac+5, mais jurons sur les compétences ou l'appétence des gens. Bien sûr. Et sur ça, la Startup Nation aujourd'hui est nulle.
Elle est nulle, elle est désengagée, elle n'a pas envie. Et donc il va falloir être un peu plus coercitive, il va falloir qu'on mette des règles du jeu, parce que certes, on souhaite leur croissance, on souhaite qu'ils deviennent des leaders mondiaux. Qui d'autre souhaiterait autre chose? On a envie que ce soit cocorico partout en France avec les licornes souhaitées par le président de la République. Mais de l'autre, on veut qu'elles aient, moi je dis souvent, une hyper croissance, mais une hyper responsabilité aussi. Et aujourd'hui, c'est pas le cas. Donc oui, il y a des boîtes comme les tiennes qui jouent le jeu parce qu'elles sont internationales, parce qu'elles recrutent différemment, parce qu'elles ont peut-être moins de billets compte tenu de ton parcours, et donc elles se disent non, on veut juste des talents, le reste on s'en fout. Mais en revanche, il n'y a pas de règle du jeu. Aujourd'hui, les boîtes réagissent mal, voire ne se préoccupent pas du sujet. Et je ne veux pas les tenir en responsable de ce qui se passe aujourd'hui, mais elles ont une part de responsabilité pour demain, c'est évident. Redouane? La responsabilité est d'autant plus forte que moi je pense que pour la première fois, en fait, la technologie, elle bascule, elle fait, comment dirais-je, bouger un peu la boussole des dirigeants. Les dirigeants des grandes entreprises françaises, CAC 40, SBF 120, ce sont des gens qui viennent plutôt du secteur financier ou du business. La technologie n'a jamais été véritablement leur tasse de thé. Je ne généralise pas, mais on le voit assez en général. Et aujourd'hui, quand on regarde toutes les disruptions qui sont en train d'arriver, le cloud, la technologie, la data, l'intelligence artificielle, la cyber, la sustainability. En fait, la technologie devient la colonne vertébrale pour aligner l'ensemble des initiatives, l'ensemble des énergies et surtout remettre l'humain au centre. Parce que si on ne remet pas l'humain au centre, on crée un modèle de société qui, à mon sens, n'est pas tenable et pas vivable. Et à partir du moment où tu remets l'humain au centre, les considérations qu'on est en train d'évoquer là, de mixité, de parité, d'ouverture, ne peuvent pas être considérées. Si elles ne sont pas considérées, en fait, nos entreprises reculeront. C'est une évidence. Dans l'humain au centre, si je peux réagir, Jean-Christophe, vous me dites parce qu'on est en train de disrupter le fil rouge. Vous savez pourquoi je vous ai mis l'un face à l'autre? Parce que vous n'êtes pas face, mais vous êtes l'un à côté de l'autre. On est d'accord. Il y a quelque chose qui me semble essentiel parce qu'on est d'accord sur le fond. À présent, sur la forme, il y a des choses qui doivent changer. On a été ces dernières années sur des bonnes intentions, un discours qui est bien rodé, et de l'angélisme en effet. Mais en revanche, comment maintenant on passe à l'action? Et l'action, ça va passer par plusieurs, j'ai envie de dire, checkpoints. Le premier checkpoint pour moi, c'est la mesure. Il va falloir que des boîtes s'engagent à davantage faire l'état des lieux de où est-ce qu'elles en sont concrètement sur les questions de diversité et d'inclusion. Je ne dis pas qu'il faut tout de suite fixer des quotas, etc. C'est un non-sujet pour moi, c'est déjà se fixer des objectifs. On est mauvais sur ça. On va mettre en place des actions coercitives, on va mettre en place des actions. Donc la mesure, il existe des outils formidables, Mixity, Me&You2, il y a des fondations comme celle de Mosaïque qui font des audits extraordinaires. Donc une boîte qui a vraiment envie de connaître, faire un état des lieux, elle a le matos. Deuxième chose, il va falloir qu'on forme abondamment les managers à la lutte, aux pratiques non discriminatoires, à faire tomber les biais. On est tous bourrés de biais. En fonction de qui est en face de nous, on peut avoir un préjugé, un ressenti, un feeling, le fameux feeling. Alors bien sûr, ça ne doit pas nous ôter de tout sentiment par rapport à une candidature, à un candidat ou à une candidate, mais en revanche, ça doit quand même nous alerter sur « je recrute souvent des gens qui me ressemblent ». Donc si la boîte est une boîte de clones, ou si la boîte est faite d'hommes blancs qui ont fait les mêmes études, on a beaucoup de chances que derrière, on retrouve des hommes blancs qui ont fait les mêmes études. Anthony, j'ai une question à te poser. Comme tu l'as dit tout à l'heure, tu étais dans les quartiers nord, notamment la semaine dernière, enfin c'était il y a 10 jours. 2 semaines, ouais, avec le président de la République, cette séquence durant 3 jours du Marseille en grand. Au bilan de ces 3 jours, où on a été rattrapé bien sûr par le problème des émeutes qui sont survenues, est-ce que tu attends plus aujourd'hui des entreprises, en disant finalement ce sont les entreprises qui vont être les éléments qui vont transformer ces enjeux d'inclusion, de diversité, ou est-ce qu'encore tu crois à la capacité des gouvernements de pouvoir infléchir, de pouvoir réguler, de pouvoir légiférer? Quelle est justement ta force de conviction entre le rôle de l'action publique, des politiques et le rôle des entreprises? Là-dessus, il y a des avis très différents. Il y a ceux qui disent on n'attend plus rien des politiques. Il y a ceux qui disent ce sont les entreprises qui vont transformer. Il y en a qui disent non, si on laisse que les entreprises faire, on n'aura pas ce qu'on a pu faire en termes de progrès sur la loi Zimmermann, qui est un exemple. Voilà. C'est quoi ce que tu as ressenti à la sortie de ces 3 jours avec le président de la République? J'ai ressenti d'abord un sentiment profond de la part des publics qui sont exprimés, beaucoup de mamans des quartiers, de l'abandon.
les témoignages qui ont été portés par les mamans des quartiers étaient vraiment poignants. C'était celui qui m'a le plus marqué, c'était Monsieur le Président, mon fils est mort. Enfin, je crois que mon fils est mort puisqu'on m'a jamais ramené le corps. On dit qu'il a été brûlé vif. Aidez-moi. Mon quotidien, on évite les balles, on évite... mon immeuble va s'écrouler parce que la rénovation urbaine n'a pas eu lieu. Il y a des rats dans mon salon. Enfin, les témoignages qu'il y avait, ça vous montre quand même qu'on a des gens qui vivent dans une France parallèle. Et déjà, prendre conscience de ça pour le président, pour moi, c'est très important. C'est-à-dire qu'il soit en échange avec la population et ses vraies problématiques. Parce qu'après, on va rentrer dans les problèmes de fond sur la recherche d'emploi, etc. Mais là, on parle de la dignité. Quand il n'y a plus de dignité, il n'y a plus de rêve, il n'y a plus d'espoir. En gros, ce que vous dites, là, le président, il n'était pas à l'Élysée, il était confronté à la réalité avec des témoignages. Et c'était l'intérêt de l'exercice, je pense, pour lui, c'est de se confronter à des gens qui n'étaient pas là pour le ménager. Et en cela, et pourtant, Dieu sait que je ne suis pas dans un rapport politique où je suis pour lui ou pour l'autre, mais je pense que c'était un exercice déjà intéressant ou important pour lui, parce que c'est se reconfronter à des réalités. Et en fait, on n'est plus à se dire, Monsieur le Président, on n'a pas eu telle aide ou on n'a pas eu telle... Non. On dit là, en fait, on n'est plus en sécurité, ou on n'est plus respecté, ou on paye notre loyer et voilà où on vit. Notre immeuble s'écroule et on voit d'ailleurs les images passer où on a l'impression que certains endroits de Marseille, c'est le Moyen-Âge. Il y a des rues où en fait des immeubles s'écroulent et qu'il y a une responsabilité quand même de l'État ou de la ville. Deuxième point, et super important par rapport à votre question, je crois à la force du nous. Et si on a une responsabilité, nous, acteurs associatifs, déjà, c'est de ne pas avoir réussi ces dernières années à travailler tous ensemble et de ne pas porter une voix commune en faveur de l'égalité des chances. Je travaille énormément avec la Fondation Mosaïque, avec Saïd Amouche, avec Tous en Stage, avec Samira Djouadi, avec Ashraf Manar qui a créé une asso qui s'appelle Destin Lié pour justement essayer de faire en sorte que les assos soient ensemble. Et j'ai un rêve pour 2024 parce qu'on est en train de monter un grand événement qui va s'appeler Unique, où justement l'objectif est de porter un plaidoyer commun en tant qu'acteur de l'égalité des chances, et je trouve que ça nous manque énormément, parce que je dis souvent qu'on est un espèce de gâteau de miettes, où pendant des années l'État a saupoudré et a dit voilà, on achète la paix sociale, vous acteurs d'égalité des chances, vous avez de quoi être en mode survie, sauf que derrière ça ne change pas la face du monde. Et donc aujourd'hui, quand je dis le nous, c'est que nous, acteurs de l'entreprise, acteurs associatifs, l'État, devons travailler ensemble à des solutions pérennes, avec des objectifs communs, et où à un moment, s'il y a un constat d'échec, il est collectif, et pas attendons de l'État ou attendons de telle boîte, attendons du nous. Voilà. Redouane. Les entreprises peuvent aider à accélérer, parce qu'elles ont peut-être plus de latitude et de marge de manœuvre pour essayer. On a la possibilité d'essayer beaucoup plus vite. Et je pense qu'il faut faire prendre conscience, en complément de ce que tu dis, c'est que la guerre des talents pour la France et l'Europe au cours des 10 prochaines années va être extrêmement forte. Et se priver de nos propres talents au sein du pays est une erreur stratégique majeure. Moi, j'ai des équipes qui sont basées à Casablanca, et j'en ai parlé au ministre du numérique. Je lui disais, tu vois, moi à Casablanca, 62% des femmes sont ingénieurs. 55% de mes équipes sont femmes au niveau du comité de direction. En France, je suis à 20. Donc comment est-ce qu'on fait pour avancer ? Et il faut faire prendre conscience, au-delà des inégalités, qu'en fait, on joue une guerre à 10 ans, et se priver de nos propres talents est une manière de nous couper les jambes. Peut-être, Redouane Belfi, on est ici dans le territoire, un territoire que vous aimez bien, Aix-Marseille, cette belle métropole où on entend les cigales. Mais c'est aussi un territoire qui, selon vous, a beaucoup d'avenir. Et je voudrais peut-être quelques mots sur IA et talent. C'est un sujet qu'on a partagé hier en préparant cette émission, où vous pensez que justement cette métropole Aix-Marseille peut jouer un vrai rôle, à la fois d'être un rôle modèle, ce territoire, qui peut être aussi un levier d'inclusion, de mixité, de diversité, et est presque un modèle, j'allais dire presque un peu, pas en opposition, mais peut-être de ce qu'on n'a pas peut-être réussi quelquefois en Ile-de-France. Et est-ce que peut-être ce territoire peut pas être le modèle d'avenir, à la fois et un pont entre l'Afrique, l'Europe, ici, Aix-Marseille. Quelques mots, Redouane Belfi. Moi, j'en suis intimement persuadé, d'abord pour 3 raisons. La géopolitique, le positionnement de Marseille, l'histoire de Marseille, fait que demain et après-demain, cette ville jouera un rôle clé dans les relations de la Méditerranée, et elle a des atouts extraordinaires. Le deuxième, c'est que c'est une ville qui a une diversité qui est juste exceptionnelle à comparer à d'autres villes européennes ou françaises, où ça peut être un creuset pour réussir des choses différentes. Le troisième point, c'est que la proximité avec l'Afrique notamment
est juste naturel et historique et les liens business et familiaux sont là. Donc c'est pas compliqué à pousser à développer. Et le dernier point, c'est que l'intelligence artificielle, elle a quelque chose d'exceptionnel, c'est qu'elle n'impose aucune limite sur l'intelligence. C'est-à-dire des gens qui ont envie d'investir sur l'intelligence artificielle, qui ont envie de proposer des use cases, en fait, il n'y a pas de limite. Moi, je prends 3 exemples qui me parlent énormément. La santé, l'éducation et l'agriculture, pour nourrir les gens. Si on se focalisait déjà que sur ces 3 sujets-là pour démarrer, la santé, l'agriculture et le 3e, l'éducation, et si on investissait sur quelques années sur ces sujets-là, on aurait un saut qualitatif qui serait extrêmement important. Plutôt que d'aller sur N initiatives qui ne donnent pas toujours de résultats. Moi, et je m'arrêterai là, mon côté agriculteur dit toujours, il y a des gens qui écrivent 500 pages pour t'expliquer comment planter un arbre, il y a ceux qui plantent des arbres. Et donc, si on commençait par ça, on avancerait. Merci, Redon Belfi. Le bon sens paysan, on appelle ça aussi. Réaction, Anthony. Réaction. Il nous reste 1 minute. Alors, je vais donner le chapeau, je pense. Essayer, en tout cas. Le futur de la tech, c'est l'intelligence artificielle. On voit bien que c'est la 4e révolution après les successives qu'on a vécues dans la tech. Je crois qu'on va gagner du temps, mais on va aussi perdre des gens. J'entends par là qu'aujourd'hui, sur les métiers du numérique, c'est des métiers malheureusement qui ne parlent pas à tout le monde, parce que finalement, en termes de représentation, on a encore trop souvent l'image de... Mark Zuckerberg, l'homme dans sa chambre, geek, tout seul. On a encore beaucoup de stéréotypes autour de ces métiers. Et le gros de notre travail avec un programme comme Déclic Numérique ces dernières années, ça a été de faire tomber les barrières et permettre à des gens de se projeter dans ces métiers-là. C'est très compliqué parce que finalement, c'est une jungle. Je dis souvent, c'est la jungle de la French Tech. Il y a beaucoup de formations, Donc l'IA, ça va être encore plus technique. Ça va faire appel à des compétences qui sont parfois issues d'écoles d'ingénieurs, scientifiques, etc. Donc notre gros challenge demain, c'est emmener vers cette 4e révolution, mais encore penser à tous les publics, tous les Français, et pas une minorité de personnes qui pourraient s'y projeter. Je suis d'accord. Bien, en tout cas, merci Redon Belfi, groupe Deloitte, directeur général chez Deloitte. Merci Anthony Babkin pour Diversity Days, de nous avoir redonné de l'espoir par la tech, par l'inclusion et la diversité. Merci à tous les deux. Nous sommes toujours en direct des rencontres économiques d'Aix-en-Provence. Restez avec nous et dans quelques instants, un nouveau sujet au cœur de l'actualité sur la réindustrialisation. À tout de suite.